Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de budget. Il ne s'agira pas du mien, mais de celui de Gabrielle, une de mes abonnées, comme vous avez pu le voir dans le titre, qui va nous partager ses revenus, ses dépenses, sa manière de gérer l'argent, ses projets. Et j'aime beaucoup cette catégorie de vidéos, je crois que vous aussi, parce que j'ai souvent des demandes pour en faire plus. Vous le savez, depuis peu, je suis passée à 2 épisodes par mois sur ce sujet-là. Ça va me permettre de traiter un peu plus rapidement tous les budgets que j'ai en attente, même si je n'arrive pas à répondre à tout le monde parce que j'en ai quand même vraiment beaucoup. Dans tous les cas, si jamais vous avez un budget atypique ou que vous avez des problèmes actuellement, peu importe, que ce soit pour demander des conseils ou que ce soit parce que vous voulez simplement partager un autre exemple de budget sans avoir besoin de conseils spécifiques dessus, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est Mur et Noisette également, et vous pouvez aller voir ma story à la une qui s'appelle Réaction Budget Abonné et demander à participer. Vous m'envoyez un mail sur le mail qui est spécifié dans cette story là et peut-être que je ferai un de ces épisodes sur vous. Et si jamais je n'ai pas encore eu l'occasion de vous répondre, n'hésitez pas aussi à me relancer si ça fait plusieurs mois que vous m'avez envoyé un budget et que je n'ai pas répondu. Peut-être que je pourrais le placer prochainement. Voilà, n'hésitez pas. J'aime que l'on parle d'argent librement, je pense que vous le savez, je vous détaille chaque année tout mon budget pour l'année. En début d'année, je vous partage mes revenus, mes prévisions de dépenses, mes projets d'épargne, etc. Et en fin d'année, je vous fais un petit peu le recap. Donc là, ça devrait arriver dans environ 2 mois et demi, 3 mois, quelque chose comme ça. Je vous partagerai le récap de l'année 2022 et il s'en est passé des choses. Donc n'hésitez pas à me suivre si le budget est une thématique qui vous plaît, puisque je l'aborde assez fréquemment sur ma chaîne, même si ce n'est pas le seul sujet présent ici. Donner des exemples de budget, je trouve ça bien parce qu'on a tous des situations différentes et par exemple quand moi je parle de mon budget, ça va pas forcément, il est très probable que ça ne colle pas à votre situation parce que par exemple selon si on a des enfants ou pas, si on est en couple ou pas, selon l'endroit où l'on habite, et après on va tous avoir des contraintes personnelles. Par exemple on peut avoir des problèmes de santé ou quelque chose qui nous oblige à avoir une voiture parce qu'on habite trop loin d'un endroit où on pourrait faire sans voiture, si on a des privilèges aussi parce qu'on a vraiment tout un assortiment de choses qui viennent avec le fait que nous sommes tous différents. J'aime qu'on parle d'argent sans tabou, le but ce n'est pas de juger, je vous demanderai de rester bienveillant dans les commentaires. De toute façon généralement sur les vidéos budget abonné, vous restez vraiment très sympathique dans les commentaires et il y a souvent des conseils, de l'entraide et je trouve ça génial. N'hésitez pas aussi si vous avez des petites questions et que vous aimeriez que ma communauté vous réponde, vous pouvez le mettre dans les commentaires et généralement il y a des réponses très bienveillantes qui y sont amenées et très concrètes. Voilà, c'est important je trouve de parler de ça. L'argent ça peut être très tabou et pourtant c'est quelque chose d'hyper important. Donc souvent on fait comme si c'était mal poli d'en parler, mais pour autant c'est un sujet qui est toujours en fond, l'argent, parce que quand on consomme quelque chose on paye, quand on va avoir un travail il est associé à un salaire, etc. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'en parler, de pouvoir voir comment font les autres dans une situation qui pourrait ressembler à la nôtre, ou alors s'inspirer de la situation des autres, peut-être qu'on aspire à un style de vie et que certains l'ont et ça peut nous donner des idées. Parfois on peut se dire qu'il est impossible de vivre sans telle ou telle chose que l'on a dans notre vie, on peut voir d'autres gens qui font sans et ça donne une autre perspective. Ça veut pas dire qu'on doit faire pareil que les autres, voilà, c'est toujours ce que je dis dans les vidéos, chacun est différent, mais je pense qu'il y a toujours du bon à prendre en écoutant les témoignages des autres. Gabrielle s'intéresse à son budget depuis quelques mois, notamment grâce au podcast Richissime dont j'avais parlé dans mes vidéos à un moment. Il y a pas mal d'épisodes de ce podcast que je trouve très intéressants et également par rapport à mes vidéos budget qui l'avaient inspiré à s'intéresser à son budget. Et tout ça, ça lui a permis aussi de voir ce qu'elle pouvait faire avec juste simplement le fait de s'intéresser à son budget, tous les projets que ça peut nous donner en perspective, nous donner envie de faire. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Concernant sa situation, elle a 23 ans, elle est en couple et ils sont locataires. Avec son copain, ils ont un système de répartition des dépenses que je trouve vraiment équitable puisqu'ils payent au prorata de leurs revenus. Son compagnon gagne beaucoup plus qu'elle, donc ça permet qu'elle ne soit pas lésée en vivant avec lui, parce que souvent quand on gagne moins que son partenaire et qu'on se met avec et qu'on va venir vivre avec cette personne ou qu'on va s'installer ensemble, ça va faire qu'on s'adapte un petit peu au niveau de vie de la personne qui gagne un peu plus, et si on a un plus petit salaire ça peut être difficile à suivre. Dans tous les cas je trouve ça toujours équitable que dans une relation on s'enrichisse un petit peu au même rythme et qu'en cas de rupture il n'y en ait pas un qui avait une capacité
capacité d'épargne énorme et qui ressort de cette relation en ayant acheté 4 appartements avec des loyers qui lui sont versés, tandis que l'autre ressort avec 400 € pour s'installer quelque part et essayer de refaire sa vie. C'est bien d'épargner à peu près pareil. Après, moi j'aime bien avoir des comptes séparés avec mon compagnon. Par exemple, nous avons un compte joint sur lequel pour le coup nous on met tout à 50-50, simplement parce qu'on a des revenus similaires. Si on avait des revenus très différents, on ferait du prorata aussi, et ça nous permet de mettre de côté à peu près la même somme tout en ayant notre propre carte bleue, notre propre compte en banque pour gérer nos dépenses personnelles comme on le souhaite. C'est ce que je trouve équilibré dans notre situation. Chaque situation est différente, ce qui est important c'est de communiquer et de vraiment trouver une solution pour que personne ne soit lésé. Par exemple, s'il y en a un qui a vraiment un salaire énorme et que l'autre a très peu de revenus parce qu'il s'occupe des enfants ou parce que, j'en sais rien, il prend en charge énormément de charges ménagères ou qu'il a un handicap, peu importe, il peut y avoir plein de choses qui font qu'on gagne moins, notamment les inégalités de salaire entre hommes et femmes, c'est important aussi de s'en rappeler, c'est le cas dans énormément d'entreprises. Ça peut être intéressant de toujours discuter sur ça et vraiment trouver une solution pour vous faire un fonds d'urgence aussi, ça c'est essentiel à avoir. Dès que vous en avez la possibilité, commencez à épargner pour un fonds d'urgence si vous n'en avez pas actuellement. Ça vous permet d'être votre propre crédit à la consommation si un jour vous n'avez plus de revenus, vous avez un accident de la vie ou un truc pas très grave, mais le frigo qui lâche ou quelque chose comme ça, et que ça nécessite de le changer. Alors jusqu'au mois d'août, elle avait un salaire qui variait entre 1400 € et 1700 € selon les heures sup, puisqu'elle bossait dans la restauration. Dans la restauration, les heures sup, ça arrive très rapidement, très facilement. C'est des métiers où on peut parfois bien gagner sa vie, mais c'est très difficile et j'en sais quelque chose et c'est très fatigant. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir de l'expérience en restauration parce que comme elle me le précise un peu plus tard, ça reste son plan B. Si jamais dans son nouveau métier, il y a des moments où elle aura moins de revenus ou des accidents de la vie ou peu importe quelque chose qui fait qu'elle ne peut plus travailler dans ce qu'elle fait, elle a toujours ses compétences en restauration qui lui permettront de gagner au moins 1400 € par mois, puisque c'est un secteur qui embauche quand même très facilement. À partir de ce mois-ci, donc de septembre, elle est maintenant diplômée et va pouvoir gagner 2000 € par mois. Donc ça lui fait une belle évolution de salaire et le fait que ce soit récent, c'est aussi ça qui lui permet de mettre pas mal de côté. C'est le moment où on commence à gagner plus tout en ayant le même mode de vie que lorsqu'on gagnait moins, qu'on peut avoir la meilleure capacité d'épargne et qu'on peut réfléchir à la meilleure manière de consommer. Est-ce qu'on choisit la manière de consommer qui va avec le salaire qu'on avait avant ou avec le nouveau? Ça peut être intéressant de le considérer comme ça parce qu'on n'a pas encore augmenté son niveau de vie, ce qui est quelque chose d'assez naturel à faire. Quand on gagne plus, on a tendance à dépenser plus. Et parfois, ce petit écart, cette période de transition peut permettre de définir nos dépenses pour l'avenir et d'épargner beaucoup plus. Donc au niveau de ce que je vais vous partager, que ce soit les revenus ou les dépenses, on va avoir le point de vue de Gabrielle. C'est vraiment sous cet angle-là que le budget m'a été partagé. Elle ne m'a pas joint les revenus de son conjoint ou les dépenses personnelles de son conjoint. C'est un choix, on peut gérer son budget chacun de son côté et juste avoir les charges communes que l'on met en commun selon la répartition que l'on veut, mais ça peut être un choix aussi, on n'est pas obligé de me partager les revenus de son conjoint, et vous savez que quand vous participez à cet épisode, vous pouvez garder votre anonymat et choisir un pseudonyme et ne pas utiliser votre vrai prénom. Donc pour les dépenses communes, elle envoie 350 € par mois sur le compte commun. Ça correspond approximativement à un tiers des dépenses communes que je vais vous détailler maintenant en m'aidant de mon petit carnet parce que je ne retiens pas tout par cœur. Mais pour le loyer, il paye 575 € par mois. C'est un loyer qui est assez raisonnable pour un couple. Je ne sais pas exactement où ils habitent ou la superficie de leur logement. Mais c'est vrai que c'est un des avantages quand on habite en couple dans des endroits où le logement n'est pas non plus trop cher. Ou alors si on prend un logement plus petit, c'est qu'on peut partager le loyer et ça c'est généralement plus intéressant que d'avoir un logement seul et ça permet d'avoir tout ce qui est commodité etc. en commun. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne, une salle de bain, une personne, un toilette, etc. Donc ça c'est toujours intéressant. Pour l'électricité, ils ont eu une estimation à 111 €, sachant qu'ils ont un logement tout électrique. Les fenêtres viennent d'être changées, donc elles s'attendraient à payer un petit peu moins que prévu, mais en même temps, avec l'augmentation des prix qui arrivent,
elle ne sait pas trop. C'est toujours bien de ne pas forcément miser sur une baisse d'électricité. On peut faire en sorte d'essayer de consommer moins. Je viens de sortir une vidéo sur le sujet si vous voulez voir comment réduire votre consommation d'énergie. C'est vrai qu'avec l'inflation qui va arriver, même s'il y a un bouclier, on ne sait pas exactement de combien sera cette inflation. Même avant les histoires d'inflation, pour la planète, c'était intéressant aussi de voir comment on peut réduire nos consommations d'énergie. On le sait, dans la plupart des pays riches, on consomme trop généralement, on pollue trop. Donc si on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est toujours intéressant, et réduire sa consommation d'énergie, ça y contribue aussi parmi plein d'autres gestes. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Je vous la mets quelque part par là, oui, je ne me rappelle jamais du côté. Ensuite, pour l'assurance du logement, 14 €. Donc bon, l'assurance du logement, c'est obligatoire. Je n'ai pas la surface ou l'emplacement du logement, encore une fois, donc c'est difficile d'estimer si c'est cher ou pas. Dans tous les cas, ça reste une somme assez raisonnable puisque c'est mensualisé, on ne le ressent pas tellement passer. Au niveau des courses, il dépense 300 € pour deux, ce qui est assez raisonnable aussi, sachant que son conjoint est souvent en extérieur, donc a des repas financés par son entreprise. Ça, c'est très pratique. Les avantages en nature comme ça aide toujours. Que ce soit les tickets restaurants, si vous travaillez dans un milieu où vous avez des échantillons, des produits gratuits, accès à des services gratuitement, des réductions sur telle ou telle chose, c'est toujours bien d'avoir plein de réductions ou d'avantages comme ça. Si vraiment ils voulaient baisser ce budget, ce serait possible. Est-ce que c'est nécessaire? Honnêtement, je ne trouve pas. Leur budget est équilibré. En tout cas, son budget, le budget de Gabrielle, est équilibré. Avec le prorata, ça n'affecte pas tant que ça ce qu'elle paye finalement. Et au-delà de ça, elle met bien de côté. Enfin, il n'y a pas de raison de réduire le budget alimentaire si on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai que ça peut être un budget qui peut être réduit si on est dans une situation difficile. J'ai plein de recettes sur ma chaîne à petit budget et qui couvrent tous vos apports nutritionnels, puisque c'est ça qui est important quand on mange avec un petit budget, c'est de ne pas se retrouver en carence. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous en avez envie. Dans tous les cas, je ne lui conseille pas spécialement de baisser son budget alimentaire. Si on a les moyens et que ça nous fait plaisir et qu'on se régale avec ce que l'on mange, on ne se prive pas. Et ensuite, pour l'abonnement pour la télé et pour la box, c'est son copain qui le paye, tout simplement parce qu'elle n'en avait pas avant d'être avec lui et que ça ne l'intéresse pas. Si ça ne dépendait que d'elle, elle n'aurait même pas de télé. Donc voilà, ça peut être bien aussi s'il y a des choses, notamment si vous êtes la personne qui gagne le moins dans le couple et que l'autre a des habitudes de vie plus élevées et des luxes qui lui sont indispensables. Vous n'êtes pas forcément obligé de participer à cette dépense. Après, ça dépend totalement de notre gestion, de notre situation financière, mais il n'y a pas de mal à ne pas financer à moitié l'abonnement pour la télé si par exemple nous c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pris de nous-mêmes. Pour leurs dépenses communes, il y en a donc pour environ 1000 € par mois. Donc en soi, même si elle paye une part au prorata de ses revenus, elle paye à peine moins cher que si elle payait sur du 50-50, puisqu'elle aurait payé approximativement 500 €, un poil plus s'il y avait la box dedans. Donc je ne veux surtout pas qu'on vienne lui retirer son mérite au niveau de ce qu'elle met de côté en disant des phrases comme « non mais c'est facile parce qu'elle paye au prorata » ou ce genre de choses. Parfois on a vachement tendance à vouloir minimiser les réussites des autres en disant « non mais pour toi c'était facile parce que… » nanana. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Bien sûr que pour certains c'est plus facile que d'autres, bien sûr qu'il y a des situations différentes, etc. Ça ne retire pas le mérite pour autant. Et à côté de ça, pour ses charges personnelles, ses dépenses perso, elle dépense 544 € qui vont se regrouper. Encore une fois, je reprends la liste sous les yeux. Il va y avoir son assurance auto qui coûte 45 € par mois, sachant que la voiture est à elle et le crédit est fini, donc elle n'a pas de crédit à payer dessus, ça c'est chouette. En essence, elle dépense en moyenne 200 €. Elle a 50 minutes de trajet par jour lorsqu'elle travaille. Et ensuite, elle a une visite hebdomadaire à ses parents à environ 1h30 de chez elle. Donc quand elle fait l'aller-retour, forcément, ça pèse un petit peu. Elle habite dans une zone où en termes de transport en commun, c'est cher et mal desservi. Donc malheureusement, elle ne pourrait pas spécialement le faire. En tout cas, ça ne lui ferait pas d'économie en termes de finances. Pour son forfait téléphonique, elle dépense 7 € par mois. Parfois, elle va aller jusqu'à 3 € de hors forfait pour des appels internationaux qu'elle est obligée de passer, mais voilà, rien d'extravagant, c'est un forfait à très petit prix. D'ailleurs, si elle veut partager l'opérateur en commentaire ou m'envoyer un mail ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant parce que aujourd'hui, les forfaits ont quand même commencé à augmenter. Pendant longtemps, on avait vraiment la chance en France par rapport aux autres pays que nos forfaits mobiles et internet soient très peu chers. Et depuis quelques temps, ça augmente quand même. Chaque année, ils augmentent tous un petit peu de quelques euros. Je trouve que ça grimpe un petit peu trop vite. Ensuite,
Pour sa complémentaire santé, elle en a pour 17 € par mois, mais elle voudrait éventuellement changer parce qu'elle a débuté un suivi psychologique avec des séances à 60 € qui ne sont pas prises en charge. D'ailleurs sur ça, elle demande si vous avez des conseils, des complémentaires santé, elle lui recommandait qui pourrait couvrir cette dépense-là, sachant que sa psy ne fait pas partie du dispositif Mon Psy, qui donnerait accès à des remboursements par la CPAM. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils sur le sujet, moi je ne m'y connais pas. Donc vraiment, on fait appel à la solidarité et aux conseils. Si vous avez des astuces, partagez-les. Après une forme d'épargne, donc 100 € par mois vers une assurance vie à gestion pilotée, elle me précise que c'est Nalo, je ne connais pas non plus. Il y a une partie qui est investie et l'autre qui est conservée en fonds garantis en euros pour assurer la sécurité de son épargne aussi. Donc ça c'est très bien d'épargner chaque mois, même une petite somme, même de l'investir sur le long terme, ça peut être très intéressant, surtout si ça débouche sur des intérêts intéressants. Les intérêts composés, c'est vraiment une belle manière de faire travailler son argent. Ensuite, elle dépense 175 € en moyenne en budget plaisir, donc cadeaux, livres, vêtements, décorations. Et si elle peut se permettre plus, elle dépense plus dans ce budget-là. Donc c'est très bien de conserver un budget plaisir. Vous voyez qu'on n'est pas forcément dans un budget extrêmement frugaliste, même si vous verrez à la fin qu'elle a une belle capacité d'épargne. Mais pour autant, elle prend un certain budget loisir, un certain budget plaisir. Je ne vois pas forcément de dépenses pour les restaurants dans son budget, peut-être que c'est là-dedans aussi. Ça va donc élever le montant total qu'elle paye chaque mois à 894 €, sachant que pour 2000 € de revenus, c'est vraiment pas mal. Et tout ce qui lui reste, elle le met en épargne pour un projet qui pour elle n'est pas une dépense mais vraiment un investissement puisque c'est une expérience de vie. Elle veut aller voyager pendant 2 mois en Amérique latine et c'est vraiment un projet pour lequel elle met énormément d'argent de côté et après ce projet elle reprendra vraiment sérieusement son épargne pour de futurs investissements. Elle aimerait investir notamment dans l'immobilier mais également plus tard dans la bourse. Elle a acheté une formation à ce sujet pour se former et apprendre à investir en bourse. Donc comme on peut le voir, 894 € de dépenses pour 2000 € de revenus, c'est vraiment pas énorme, ça lui permet quand même d'épargner beaucoup. Je lui conseillerais quand même de se garder un petit budget imprévu parce que je n'en ai pas vu dans son budget, même si au cas où elle peut toujours soit repiocher dans son épargne pour les vacances, soit piocher dans par exemple le budget plaisir ou quoi que ce soit. Je lui conseillerais de mettre par exemple 100 €, c'est une somme totalement indicative, on peut adapter à nos besoins réels, mais également de se constituer un petit fonds de sécurité au cas où, même si par exemple en revenant de son voyage elle a des difficultés d'argent, ou peu importe, en fait c'est toujours bien d'avoir une petite épargne de sécurité en plus de ce qu'elle compte dépenser dans le voyage. C'est vraiment le petit truc que j'ajouterais si jamais elle veut un peu sécuriser tout ça, ou même si pendant son voyage elle a des frais imprévus, ou qu'elle garde une partie qu'elle ne compte pas dépenser dans son voyage. Après on fait comme on veut bien entendu, mais si jamais j'avais un petit conseil à donner, ce serait celui-là, de toujours avoir une épargne imprévue, parce que les imprévus, c'est ce qu'on dit tout le temps, on peut pas prévoir un imprévu, mais on peut prévoir qu'il y aura des choses qui vont se produire qui n'étaient pas prévues. Ça lui fait en tout cas une épargne d'environ 50% par rapport à ce qu'elle gagne, même si pour l'instant c'est de l'épargne qui va lui servir pour profiter. Quand elle reviendra de son voyage, ce sera une épargne qu'elle pourra réellement mettre de côté. Et mine de rien, épargner 12 000 € par an, ça fait très vite grimper une épargne, ça fait très vite grimper un apport. Et avoir un apport, ça peut ouvrir à beaucoup de possibilités aussi, que ce soit pour investir dans un logement pour elle ou dans de l'immobilier locatif. Peu importe, avoir de l'épargne, ça sécurise toujours. De toute façon, je ne vous apprends rien sur ce sujet. Mais c'est vrai qu'elle a une très belle capacité d'épargne. Et surtout que peut-être qu'elle aura des évolutions de salaire. Si son niveau de vie n'augmente pas en rentrant de son voyage, ça lui permettra de rester sur du 50% de ce qu'elle gagne qui est dépensé, 50% qui est épargné. Et ça, c'est vraiment une belle manière de mettre de l'argent de côté. La plupart des gens mettent 10% de leurs revenus de côté. Ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut pas dire qu'on doit épargner autant. Chacun fait en fonction de ce qu'il a envie de faire. On n'est pas obligé de travailler pour épargner, on n'est pas obligé non plus de travailler pour dépenser. On adapte à nos besoins et à ce qui nous rend heureux. Au niveau de ses objectifs de vie, dès que possible, elle aimerait partir vivre à la campagne et avoir une maison avec terrain. Et également, un petit peu après, elle aimerait avoir des enfants dès qu'elle sera stable financièrement et surtout après le voyage. On imagine très bien pourquoi. En autre objectif de vie, elle aimerait devenir auto-entrepreneur ou alors
avoir une situation qui lui permet d'être libre, ou en tout cas plus ou moins libre géographiquement, mais aussi en termes d'horaire, et peut-être un jour d'être libre financièrement, si par exemple elle a des revenus locatifs. C'est un bel objectif et je lui souhaite vraiment de l'atteindre. Ça veut pas dire que l'entrepreneuriat est la solution à tout. Il y a plein de défauts dans l'entrepreneuriat, il y a plein de défauts dans le salariat, il y a plein de qualités dans les deux aussi. Donc vraiment je pense qu'il faut jamais idéaliser une situation par rapport à l'autre. On peut trouver des avantages et des inconvénients dans les deux. Après, c'est différent aussi selon nos caractères et selon notre manière de nous gérer. Moi, je m'épanouis beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, mais il y a des choses du salariat qui peuvent me manquer aussi. Donc voilà, c'est pour ça, je pense qu'il faut jamais trop projeter sur l'un ou sur l'autre, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat peut donner, selon ce que l'on fait, une certaine liberté, même si parfois ça peut être plus instable en termes de revenus aussi. Parmi ces idées pour atteindre cette forme de liberté, elle pense à masseuse en indépendante, l'investissement locatif, ouvrir une chaîne YouTube, l'infoprenariat ou le e-commerce. Ce sont de bonnes idées et c'est bien d'avoir des idées différentes comme ça. Je trouve ça intéressant quand on a plein de petits projets. Et en fait, on peut aussi tous les faire. On peut très bien être masseuse en indépendante, tout comme être youtubeuse, tout comme avoir une plateforme de e-commerce, tout comme faire plein de choses comme ça. Je pense notamment à une personne que j'apprécie beaucoup, qui a une chaîne YouTube également, qui s'appelle Lou et qui tient la chaîne Louch, qui cumule des activités comme ça, et c'est ce qui lui a permis pendant longtemps de vraiment rendre stable son activité, parce qu'elle avait des revenus qui venaient de l'influence, de sa chaîne YouTube, de sa création de contenu, des partenariats. Elle avait des revenus qui venaient du fait qu'elle a été diplômée en médecine chinoise et que du coup elle travaille 1 ou 2 jours par semaine en cabinet, des revenus qui viennent du fait qu'elle vendait à un moment des produits sur sa boutique, c'était des lingettes lavables qu'elle cousait elle-même, et après elle s'est mise à vendre une formation. En fait, on peut cumuler plein d'activités comme ça. Et c'est bien aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier et de pouvoir avoir différentes sources de revenus. Comme ça, dès qu'il y en a une qui marche moins bien, on en a une autre. En parallèle de ça, si par exemple Gabrielle se lance dans une de ses activités ou dans plusieurs, il lui reste encore une fois la compétence d'avoir de l'expérience en restauration et de pouvoir compléter. Mine de rien, juste travailler les samedis en plus, si on est un peu dans la galère. Quand on a de l'expérience dans la restauration, on trouve très facilement quelque chose pour venir dépanner pendant des services ou quoi, et ça peut facilement rajouter 200 €, 300 €, parfois beaucoup plus, dans ses poches avant la fin du mois pour un petit peu mieux s'en sortir ou pour épargner plus si on a un projet. Alors mon avis sur le budget de Gabrielle, globalement déjà il est très bien géré. Réussir à épargner 50% de ce qu'elle gagne, c'est énorme. Encore une fois, ça peut vraiment... il faut se rappeler qu'il y a seulement un mois, elle touchait quand même environ un tiers de moins par rapport à ce qu'elle gagne aujourd'hui. Donc peut-être qu'après elle augmentera son niveau de vie, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, si elle reste comme ça lui permet d'avoir un taux d'épargne vraiment conséquent. À seulement 23 ans, pouvoir économiser 12 000 € par an, ça donne un énorme avantage sur la suite. De toute façon, c'est vrai que plus on s'y met jeune pour épargner, plus on va vite, plus on peut aller loin. Ça veut pas dire que si vous avez 45 ans que vous n'avez jamais épargné, ça veut pas dire que c'est grave en fait. On fait comme on veut. L'épargne, c'est pas un projet de vie, c'est selon ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut sécuriser, par exemple, avoir la possibilité de travailler moins si c'est quelque chose que l'on souhaite? Potentiellement, on va plutôt être dans une démarche de se dire moi je veux consommer autant que ce que je consomme actuellement et je suis prêt à travailler plus pour ça, et dans ce cas-là, c'est cool aussi. En fait, on fait selon notre situation et nos préférences. Ensuite, le prorata lui permet vraiment de mettre de côté de manière équitable, et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça très bien qu'elle l'ait abordé, et j'espère que ça pourra peut-être inspirer des personnes. Dans mes commentaires, si actuellement il y a des gens qui sont en couple et qui n'arrivent pas vraiment à mettre de côté pendant que leur conjoint met beaucoup plus de côté parce qu'il paye sur du 50-50, ça peut peut-être amener une discussion sur le sujet et trouver des solutions. Faut vraiment pas oublier que souvent lors d'une séparation et encore plus lors de divorce, ce sont les femmes qui sont plus lésées que les hommes, donc ça peut être intéressant à prendre en compte. Ça veut pas dire que c'est toujours le cas, mais c'est le cas dans la majorité des séparations. Ensuite, ce qui est super aussi, c'est que leurs charges fixes sont peu élevées. Alors ça, il y a deux choses qui vont entrer en compte quand on a des charges fixes peu élevées. Il peut y avoir les circonstances, simplement on habite à un endroit moins cher, où on va avoir le fait d'être en couple, le fait d'être jeune, de pas avoir d'enfants, etc. C'est sûr que ça aide à avoir des charges moins élevées. Pour autant, il y a une part de choix aussi. Ils auraient pu mettre beaucoup moins d'argent de côté et choisir de prendre un logement plus grand ou plus luxueux, ou je ne sais pas, ou d'avoir une voiture plus chère, etc. Il y a plein de choses qui peuvent jouer. C'est pas que
une question de c'est facile pour vous, vous êtes dans telle situation. Il y a une grande part de choix, ils auraient pu faire le choix de dépenser beaucoup plus, mais en attendant, le fait que leurs charges soient peu élevées comme ça les aide énormément à mettre de l'argent de côté. Des charges peu élevées, je le retrouve souvent dans le budget des personnes plutôt jeunes qui m'envoient leur budget, simplement parce qu'on est encore un petit peu sur notre mode de vie d'étudiant et qu'on n'a pas énormément de lignes dans notre budget parce qu'on n'a pas encore installé trop d'habitudes de consommation. Et ça peut être un truc des fois si vous trouvez que vous consommez trop et que vous aimeriez revenir à moins de consommation, on peut parfois réfléchir à comment on faisait quand on était étudiant et qu'on avait beaucoup moins de revenus. Sauf si vous aviez des bons revenus en étant étudiant parce que soit vous travailliez à côté et vous aviez un bon salaire ou vos parents qui vous aidaient, etc. Mais souvent quand on est étudiant, on n'est pas loin du seuil de la pauvreté, voire bien en dessous. Et des fois c'est bien de se rappeler comment on faisait à cette époque-là et qu'est-ce qui a changé par rapport à maintenant. Et ça peut être intéressant, ça veut pas dire qu'il faut revenir à un mode de vie d'étudiant, ça veut pas dire qu'il faut vivre en dessous du seuil de la pauvreté, pas du tout. Mais en tout cas, on peut toujours regarder et voir s'il y a quelque chose à prendre. Et je dis quand on était étudiant, mais on n'a pas forcément tous fait des études, donc ça peut être aussi au moment où on avait notre premier job par exemple, ou sur des périodes de chômage, comment on s'en sortait lorsqu'on vivait avec 30% de revenus en moins. Des fois c'est bien de regarder comment on faisait parce qu'on peut s'habituer à un certain niveau de vie et ne même pas s'en rendre compte. Et ça veut pas dire qu'il faut revenir en arrière, encore une fois, mais simplement des fois en être conscient, c'est bien aussi. Donc pour moi vraiment le seul truc qu'il y aurait à mettre en place c'est de créer un budget imprévu et éventuellement une épargne de sécurité en plus pour n'importe quoi, une épargne à laquelle elle ne touche pas pendant son voyage. Sans se dire qu'elle commence à épargner maintenant pour ses projets futurs, si vraiment la priorité pour elle c'est son voyage, je le comprends tout à fait, mais c'est bien d'avoir une épargne pour n'importe quel problème, pour un rapatriement, pour peu importe ce qui se passe, pour une difficulté, une arnaque, on peut perdre, j'en sais rien, on peut se faire arnaquer pendant qu'on est à l'étranger, ou on peut rater son vol d'avion et devoir le repayer, et puiser dans l'argent du voyage, enfin, il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte, et je pense que c'est bien de toujours avoir de l'argent en sécurité derrière, une petite épargne qui nous permet d'assurer nos arrières tout simplement. J'ai ma caméra qui clignote, je n'ai bientôt plus de batterie, mais merci beaucoup à Gabrielle de m'avoir partagé son budget, c'était super intéressant, n'hésitez pas à donner votre avis ou à partager des astuces en commentaire, j'adore quand on est dans cette dynamique de partage. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker mes vidéos, ça m'aide énormément, tout comme le fait que vous vous abonniez, c'est incroyable à quel point en ce moment j'ai énormément de nouveaux abonnés par jour et ça m'aide tellement, donc merci à vous, je suis extrêmement reconnaissante. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi. J'essaye de prendre le temps de répondre aux messages que je reçois, aux commentaires autant que je peux. Ça devient de plus en plus difficile, mais je le fais quand même autant que je peux. Donc merci à vous pour votre bienveillance en général, c'est vraiment appréciable. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo ou tout de suite sur Instagram si vous le souhaitez. Ciao ciao!